Je suis Hélène Flamand. Je suis psychologue de formation, enseignante aussi au campus Saint-Jean. J'enseigne des cours qui sont en relation avec la psychologie et le développement et je maintiens une petite pratique privée auprès des enfants qui ont des troubles d'apprentissage et de comportement. Principalement des enfants qui ont besoin d'une évaluation, au moins en partie en français, étant donné le manque de spécialistes. Mon parcours a été influencé premièrement par l'impact que la santé mentale a eu dans ma propre famille. J'ai une tante qui souffrait de schizophrénie. En grandissant, c'était ma tante. Alors, je la voyais pas. On me disait qu'elle était malade, mais je pouvais pas saisir vraiment la nature de sa maladie avant que je sois adolescente et que là, tout l'impact de la réalisation de quelle était sa maladie et de quelle façon ça l'impactait a pris une importance pour moi. Alors, premièrement, la crainte, non pas d'elle, mais de sa maladie, dont on connaît certaines connexions génétiques. Alors, a pris une certaine place. Ensuite, la curiosité aussi, parce que j'avais vraiment curiosité de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi. C'était arrivé à elle, oui. Ça lui était arrivé à elle. Et ensuite, la réalisation aussi, quel impact, est-ce que oui, je pouvais faire une différence, et quel impact sa maladie avait eu sur elle, parce qu'elle a été frappée de plein fouet à l'âge. C'est comme ça pour la schizophrénie, comme pour la plupart des maladies mentales sérieuses, elle vous frappe au moment de votre vie où vous devriez être au maximum de votre productivité. Elle était elle-même enseignante, elle avait une trentaine, elle était au début de la trentaine, donc elle n'a jamais pu retravailler par la suite. Bon, à une autre époque, peut-être avec d'autres traitements, ça aurait été peut-être différent pour elle. Mais ma curiosité, a été sur son sort, sur ce qui lui est arrivé, a été vraiment déterminante dans mon choix de carrière. Éventuellement, après avoir fait la psychologie clinique à l'Université Laval, donc je me destinais à être thérapeute. J'ai fini par faire essentiellement tout ce que je m'étais dit que je ferais jamais. C'était comme ça que ma carrière a été définie. Au début, premièrement, avant même de rentrer en psychologie, je voulais être archéologue. En contemplant mes choix de carrière, je me suis dit je vais faire l'archéologie, je ne ferai pas la psychologie. J'ai fait la psychologie. Ensuite, après avoir décidé d'aller en psychologie, j'ai dit, je vais faire quoi en psychologie? Je voudrais être chercheuse, je ne veux pas être clinicienne. Alors, je suis devenue clinicienne. Ensuite, quand je contemplais le type de clientèle pour laquelle je voulais pratiquer, j'ai dit, je veux travailler avec des adultes seulement, je veux rien savoir des enfants. Et devinez ce que je fais maintenant. Et surtout rien des écoles. Oui. Alors, devinez ce que je fais maintenant. C'était comme ça, parce que aussi mon premier vrai poste de psychologue a été dans une école et je suis tombée en amour avec le chant et la pratique. Alors, pourquoi je voulais pas faire ça? Ce sont aussi beaucoup des insécurités personnelles qui parfois nous définissent comme ça. Donc, je sais pas pourquoi je pensais que je pouvais pas faire ça, ou que j'aimerais pas ça, ou je serais pas capable. Mais, bref, j'ai fini par faire tout ce que j'ai dit que je ferais pas. Alors, je dis plus rien maintenant. C'est ça. Quels sont les défis auxquels vous avez fait face en tant que femme enseignante et sont-ils toujours d'actualité? Les défis en tant que femme enseignante auxquels on fait face au déséquilibre au niveau des statuts de l'emploi, parce que faut pas se le cacher, quand on regarde les contrats de travail et les statuts plus précaires, comme justement celui de prof enseignante, qui est un titre glorifié pour chargé de cours. Okay.
sont occupés majoritairement par des femmes et aussi par des personnes issues de l'immigration. Oui. Donc, c'est comme on avait fait des efforts dans le passé récent pour justement essayer de remonter, donner des meilleures conditions de travail ou de meilleures conditions contractuelles à ces personnes-là. Mais il reste majoritairement que ce sont des échelles salariales un petit peu différentes au niveau des promotions aussi. Parce qu'il y a personne maintenant, si tu regardes les lois en vigueur, tu peux pas offrir 2 salaires différents pour le même poste en raison du genre ou autre considération, mais là où les obstacles arrivent, c'est au niveau qui va être promu, voilà, qui obtient de l'avancement. Voilà, quelle sorte d'emploi, finalement, tu finis par décrocher avec. Et ça, c'est encore la réalité, malheureusement, pour eux. Est-ce que le bilinguisme est quelque chose qui se vit bien en Alberta, ou vous diriez que c'est toujours un combat d'intégrer le français, et notamment pour enseigner? Je vais te faire une réponse de psychologue, ça dépend. Moi, je suis arrivée en Alberta comme adulte et j'ai pas vraiment eu à me faire une identité francophone. Ça m'a jamais gênée de demander des choses en français. J'avais l'habitude. Maintenant, pour enseigner, je dirais non, parce que j'enseigne au campus, moi-même au campus Saint-Jean des futurs enseignants, et il y a une très forte demande pour l'enseignement en français. Mon fils a bénéficié des programmes francophones et son identité francophone est très fortement établie. Là où ça se gâte un peu, c'est que les jeunes, quand ils grandissent ici en milieu minoritaire, sont fortement assimilés quand même. Même si ils viennent d'une famille où on ne parlait pas l'anglais. Ils se parlent eux-mêmes en anglais, ils sont frères et sœurs. C'est pas parce que ça parle anglais chez moi. Et puis j'ai essayé d'arrêter ça, mais c'était comme me planter sur la plage, puis devant l'océan, puis dire allô, viens pas, arrête, essayer d'arrêter la marée comme ça fonctionne pas. Dans le cadre de la promotion du bien-être social, diriez-vous qu'il y a suffisamment de structures et d'outils mis en place pour le bien-être social et mental des femmes francophones en Alberta? Ben, je vous dirais pas francophones uniquement, là. Des personnes qui ont besoin d'accéder à des services plus spécialisés, parfois que les miens, puis j'ai nulle part où les envoyer. C'est un peu la même chose pour tous les services en Alberta. Et déjà là, ils sont insuffisants pour les femmes en général. Je vous dirais, où est-ce que vous allez si, par exemple, vous êtes femme immigrante, vous avez 6 enfants, et vous avez besoin d'un refuge pour femmes violentées. Où est-ce que vous allez aller? Je suis vraiment pas certaine. Quelle serait la réponse, indépendamment de la langue, là? Oui. Quel message auriez-vous pour d'autres femmes dont vous pourriez être l'inspiration? Je pense qu'il faut rester modeste et les pieds sur terre. Je vous dis ça parce que quand je regarde, peut-être à cause que je m'approche d'une époque de vie où on considère ce qu'on laisse en arrière de soi et ce qui va être notre marque personnelle. Et la seule chose que j'espère, c'est premièrement, est-ce que je suis capable de me regarder dans le miroir quand je me couche? Et puis là, indépendamment des rides, là, c'est quoi la question? Est-ce qu'au sens moral, tu as l'impression que tu as fait tout le bien que tu pouvais? Oui. Aussi, est-ce que au moins quelques personnes dans le monde s'en trouvent mieux parce que tu étais là? Ou tu as été là? Et c'est une question que je pense qu'il faut qu'on soit capable de se répondre.